Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle livraison de votre émission hebdomadaire Face à vous sur votre télévision Dash News, une émission dont vous avez déjà l'habitude de nous retrouver tous les mardis lorsqu'il est 20h30. Ce soir, nous allons une fois de plus poser sur votre table une thématique forte, une seule ce soir, pour bien évidemment essayer d'étayer votre lanterne. Pour ceux qui sont déjà habitués à cette émission Face à vous, il faut dire que bien évidemment, on invite des spécialistes et autres observateurs avertis pour plus ou moins lever un pan de voile sur ce qui peut être encore être comme incompréhension dans votre tête. C'est pas une émission politique comme certains m'ont écrit et voulaient effectivement vouloir nous faire croire, mais c'est bien évidemment une émission où, il faut le dire, on parle aussi politique puisqu'on le dit souvent, quand vous ne faites pas la politique finit par vous faire. Ce soir, nous avons sur la table une problématique forte pour les Africains qui veulent bien évidemment que l'Afrique puisse s'émanciper, je pourrais même le mettre entre guillemets, puisse se libérer et puisse effectivement voler de ses propres ailes. C'est cette fameuse et épineuse problématique de franc CFA. Il faut dire que ce qui nous sert de prétexte, c'est cette sortie du ministre des Affaires étrangères après cette tournée qu'il a effectuée dans quelques pays de l'Afrique, interrogé par nos confrères de la chaîne France Média Monde, RFI et France 24, le ministre des Affaires étrangères de la France, Stéphane Séjourné, a bien dit et à haute voix que la France n'est plus dans la gouvernance du franc CFA. Des propos qui ont donc fait languir plus d'un en Afrique et surtout certains observateurs avertis qui ont vu en ces propos une langue de bois parce que tenez par exemple pour certains experts, la France est encore bel et bien dans le comité de pilotage monétaire des différentes banques qui sont même la base du franc CFA en Afrique. Est-ce que la France veut véritablement partir du franc CFA? Est-ce que la France peut même effectivement se départir de cette zone CFA? On essaiera de pouvoir lever un pan de voile, comme je vous ai dit en début d'émission tout à l'heure, sur cette actualité. Pour en parler, nous avons des invités qui seront face à vous et je vous les présente dans quelques secondes. Nous sommes donc de nouveau ce mardi face à vous, chers téléspectateurs, et pour parler effectivement de cette problématique du franc CFA, nous avons invité des hommes de science qui maîtrisent effectivement les questions de monnaie, des panafricanistes qui veulent effectivement que l'Afrique soit hyper libre et émancipée, et surtout des observateurs avertis. Je débute d'abord à introduire Abdoulaziz Konaté, qui est un habitué des lieux, mais aujourd'hui il vient avec une casquette toute nouvelle puisqu'il est directeur de publication de l'Africain, un journal qui vient effectivement de voir le jour. Bonsoir Abdoulaziz Konaté. Bonsoir monsieur Jean-Marie Onambélé, bonsoir mes copanélistes ici présents que je vous laisserai le soin de présenter, l'équipe technique en studio et vos millions de téléspectateurs qui ne se comptent plus au jour le jour. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas ma première fois. C'est déjà une habitude. J'en ai des habitués de la maison. Effectivement, sur une casquette nouvelle, le magazine L'Africain, qui va bien évidemment venir s'insérer dans l'horizon du combat panafricain et apporter sa touche. Une touche qui va être particulièrement axée sur l'analyse particulièrement dans le secteur politique et économique de la situation du continent pour permettre effectivement de relever certains aspects qui ont trait à l'autodétermination que nous souhaitons tous et pour lequel nous contribuons au quotidien. Merci de l'amitié qui me faites, c'est un plaisir renouvelé. Merci aussi à vous de toujours répondre présent. Lorsqu'on vous invite juste en face, nous avons le docteur Dalvaris Ngoudjou qui est économiste depuis des années. Il se base et il se charge effectivement de scruter l'économie africaine. Nous avons l'honneur de la voir ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Onambélé, bonsoir mon cher Konaté, bonsoir la troisième personne que vous allez présenter. Merci pour l'invitation. Je suis extrêmement heureux d'être sur un plateau aussi fourni que celui-ci pour apporter ma modeste contribution pour les thématiques qui sont, à mon avis, au centre des difficultés que traverse aujourd'hui notre continent, le continent africain en général,
mais surtout notre pays, le Cameroun en particulier. Allez, le dernier, donc, le troisième, c'est le très bien nommé Yann Timba. C'est vrai qu'il avait un prénom à l'époque et moi, je veux toujours deux fois le prononcer. Moi, aujourd'hui, je suis déjà habitué. Je l'ai oublié aujourd'hui. Bonsoir, Yann Timba, panafricaniste devant Dieu et les hommes, et surtout puissant, je voulais dire quoi, activiste même de la cause africaine. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, mon cher Nambélé. Bonsoir à Abdoulaziz Konaté. Bonsoir au docteur Dalvaris Goudou. Merci de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau. Allons donc dans le vif du sujet, puisqu'on parle de ce franc CFA, le ministre des Affaires étrangères qui dit donc à haute voix devant deux journalistes que la France n'est plus dans la gouvernance du franc CFA. Docteur Dalvaris Goudou, quand vous avez suivi le ministre Stéphane Séjourné le dire, qu'est-ce qui vous est passé par la tête en premier? Quand j'ai écouté M. Séjourné le dire, je me suis dit, vraiment ces gens se disent que nous sommes à l'époque de l'esclavage. Vous savez, à l'époque de l'esclavage, il était de coutume de fouetter l'esclave, de lui donner l'impression que c'était pour son bien. Il était de coutume d'envoyer certains esclaves dans le champ de canne à sucre, mais de s'arranger à leur mettre une forme, je ne sais pas quoi, d'obstacle sur leur bouche pour empêcher que s'ils étaient en train de travailler, qu'ils aient soif, qu'ils essayent de manger quelques cannes à sucre. Et pour certains qui s'essayaient, on leur tranchait la main comme exemple. Ça fait beaucoup plus sourire. Quand Séjourné affirme que la France n'est plus dans la gouvernance du franc CFA, et que cherchent, les Français, les membres du gouvernement français au sein du conseil d'administration des différentes banques, que ce soit la BEAC, que ce soit la BCAO, avec droit de veto. J'ai dit, à l'heure que je vous parle, il y a, quelle que soit la décision que vous prenez au conseil d'administration de ces différentes banques, que ce soit la Banque centrale des Comores, que ce soit la BEAC, que ce soit la BCAO en Afrique de l'Ouest, il y a un Français qui a un droit de veto. Que cherche le compte des opérations de ces différentes banques centrales, entre guillemets, parce que dans la réalité, ce n'est pas les banques centrales, que cherche le compte des opérations de ces banques au niveau du Trésor français? Quelqu'un affirme ce type de choses. Il pense que nous sommes où? Que nous sommes, je ne sais pas quoi, dans les années 1500, où les Africains n'étaient au courant de rien? Bon, ça peut encore être compréhensible, parce que quand on regarde les personnes qui constituent aujourd'hui le gouvernement français, on a comme impression, comme un ami français me le disait, qu'on a comme impression qu'il y a une certaine inculture politique. S'il le dit, pourquoi il y a cela à peine quelques mois, pour ne pas dire à peine quelques années, le français Emmanuel Macron, avec le français à la peau noire, le président Ouattara, à Abidjan, proclamait ouvertement aux yeux du monde qu'à partir de ce moment-là, on devrait mettre en place ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest l'écho, et que dorénavant, un Français ne devait plus siéger au niveau du conseil d'administration. Mais tout le monde constate bien que l'écho n'a jamais été mis en œuvre, même comme l'écho n'était qu'en réalité un Français fait habillé avec d'autres vêtements. Tout cela n'a pas été mis en œuvre. Pourquoi? Parce que dans la problématique centrale, les États en Afrique de l'Ouest, notamment qui ne sont pas membres du franc CFA, je pense au Ghana, je pense au Nigeria, avaient, dans le projet de l'écho, pensé qu'il fallait mettre en place une monnaie, c'est une écho de l'ECOWAS, c'est-à-dire dont l'idée remonte au niveau des années 70, à la création de la CEDEAO. Il était question de créer une monnaie qui devait se reposer sur un panier de monnaies, ou sur une panier de devises, notamment le dollar, le je ne sais pas quoi, et bien d'autres monnaies, et surtout permettre une certaine flexibilité à cette monnaie, comme pratiquement toutes les monnaies sérieuses de par le monde entier, comme l'euro, comme le dollar, comme le yuan, comme la rouble russe, etc., etc. Mais à la dernière minute, deux personnes que j'ai citées un peu plus haut, notamment Macron, qui est le patron de Séjourné, et son homologue ivoirien, disent clairement qu'on va mettre en place une autre monnaie, en réalité l'eco, donc France CFA rhabillé autrement, mais juste que tout cela va toujours être basé sur l'euro, c'est-à-dire une monnaie qui est fixe, mais pas sur un panier de devises comme il avait été question un peu plus dans les ateliers de technique au niveau ministériel, au niveau des experts. Donc moi je dis que quand Séjourné affirme ce type de choses, je pense qu'il croit qu'aujourd'hui les Africains sont ce qu'ils étaient il y a de cela 500 ou 1000 ans. Mais aujourd'hui, nous savons, nous ne voulons pas une réforme du franc CFA. Et vous voyez bien, ces cas ont tellement une inquiétude, tellement énorme, où ils disent même, on peut même changer de nom. Mais vous changer de nom de quoi? Monsieur Onambélé, si je viens vous dire que je vous appelle Monsieur Timba, mais ça ne change rien à ce que vous êtes votre personne. Exactement. Papa sait que ça, c'est mon fils.
Même si on lui a changé le nom, c'est mon fils. Maman sait que ça, c'est mon garçon, que j'ai élevé, je l'ai amené à la matinée jusqu'à aujourd'hui. Là. Vraiment, donne-lui un peu au nom. Hein. Moi, je sais que c'est tel père, telle personne. Est-ce que ces journées nous proposent? Et il ose parler de cela devant les journalistes. Il peut continuer. Vous savez aussi, c'est comme ça, en psychologie, il y a des syndromes de maladie où vous pouvez vous convaincre à vous-même que vous trompez les gens. Mais vous êtes libre. C'est votre combat dans votre tête. Nous, Africains, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Et tôt ou tard, que la France l'accepte ou pas, on va se débarrasser du franc CFA. Et ce ne serait pas selon leur volonté. En tout cas, Yam Timba, je voulais encore énoncer ce prénom que vous détestez tant. Je voulais quand même reprendre les propos de Stéphane Séjourné qui dit que nous n'avons plus de réserves en France pour garantir la monnaie. Et si les Africains se mettent d'accord pour changer le nom et organiser différemment leur organisation monétaire, c'est de la souveraineté des États africains. Pourquoi ne pas faire confiance, effectivement, ou alors avoir donné un peu plus d'aloi à ces propos de Stéphane Séjourné qui semble pourtant sincère dans ce qu'il est en train de dire? Je n'ai jamais vu de blanc sincère en Afrique. Donc, quand il y en aura un, peut-être qu'on en parlera. Mais pour le moment, en ce qui concerne... On était encore en train de célébrer Gaston Donat, qui a aidé l'UPC à naître le 10 avril 1948, il y a quelques jours. Si vous m'aviez laissé achever ma phrase, on n'aurait pas eu besoin de faire cette remarque. Je n'ai jamais vu un blanc sincère en Afrique quand il s'agit des questions politiques et économiques qui libèrent l'Afrique. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec Gaston Donat. Donc, et il faut qu'on comprenne d'où on part. Et ça permet de mettre en perspective les propos de ce monsieur. Pourquoi est-ce qu'on a créé le franc CFA ? J'ai lu un certain nombre de mises au point faites par un certain nombre de Français qui mangent de notre nourriture en Afrique et respirent l'air de l'Afrique et vivent trop bien ici, vouloir nous donner des leçons. Ils pensent qu'on a créé le franc CFA pour avoir une parité entre le franc français et une monnaie et la monnaie coloniale qui devait être ici. Mais cette inculture fait plutôt pitié. Mais ce n'est pas seulement que ça fait pitié, cette inculture fait peur, parce que cette inculture est à la base de toute la violence de la France contre l'Afrique et de toute la violence de l'Europe contre l'Afrique. Le franc CFA a été créé par Soustelle, De Gaulle et Pleven le 26 décembre 1945 en tant que monnaie binaire pour protéger le marché ce qu'on appelait à l'époque appelons ça les colonies et pays sous mandat, parce que la tutelle n'était pas encore décidée. La tutelle viendra en 1946. Les colonies et les pays sous mandat français, il fallait protéger ces marchés-là pour qu'ils deviennent exclusifs à la France, d'une part, et pour que la France puisse avoir un accès gratuit et illimité aux matières premières et à la main-d'œuvre africaine, pour qu'elle puisse reconstruire son économie. Voilà les raisons pour lesquelles on a créé le franc CFA. Les gens qui sont là, qui racontent n'importe quoi en disant que c'était pour une parité de je ne sais quoi, mais soit ils ne savent pas de quoi ils parlent, soit ils n'ont même pas lu ce que De Gaulle, Pleven et Soustelle ont dit, et ils sont dans leur inculture est non seulement coupable, mais elle est dangereuse. Soit alors, en réalité, ils savent très bien de quoi ils parlent, mais on me dira tout à l'heure de quoi ils parlent. Et pourquoi vous voulez faire... Est-ce que les gens viennent installer la parité entre deux monnaies et sur la base de je veux installer la parité, ils prennent quand même 100% de réserve d'échange? Pas du tout. Ça veut dire qu'ils ont un autre objectif qui est en réalité d'accaparer toute la valeur ajoutée créée chez vous, tout simplement. Et puis vous avez ces histoires où les gens viennent vous dire que non, on n'a plus d'éléments de gouvernement, on n'a plus de présence dans la gouvernance du franc CFA. D'abord, ce n'est pas vrai. Ensuite, supposons que c'est le cas, c'était le cas. Qui vous a dit que c'est le fait d'avoir un administrateur ou machin, que c'est ça qui est déterminant en matière monétaire? Bon, si vous ne savez pas ce que c'est que la monnaie, on peut le comprendre, mais vous pouvez le dire et éviter la question. Mais ce qui est fondamental, ce n'est pas ça. C'est une barrière importante, mais elle se manifeste dans l'organisation du franc CFA aujourd'hui, tel que ça a été pensé depuis, sous la forme de gens qui sont là pour veiller.
Et ils veillent, ce sont des huissiers qui, les seuls, ont un droit de veto. Mais comment se fait-il que vous ayez des gens qui ont un droit de veto sur une affaire et ils sont les seuls à l'avoir et vous pensez que ce n'est pas leur affaire? Ce qui est important en matière monétaire, c'est la politique monétaire. Ce n'est qui définit la politique monétaire. Ce n'est pas que vous avez une conférence des chefs d'État, un conseil des ministres, on s'en fout. Puisque de toutes les manières, quand ils auront fini de jacasser là-bas, les chefs d'État et les ministres, ça va revenir donc maintenant au comité de politique monétaire. Exactement. Mais sauf qu'au comité de politique monétaire, il y a 2 gars qui sont assis. Et il y a quand même 14 membres. Il y a deux petits Français qui sont assis. Et ils sont les seuls. L'Afrique centrale aussi, il faut dire ça aux téléspectateurs. Il y a 2 petits Français qui sont assis. Parmi, même s'il y avait 10 000 membres, même s'il y a 1 million de membres, ce n'est pas ça le problème. Non, mais il faut quand même dire aussi monsieur Nambéné, qui viennent des pays. Croyez-moi, les gens qui nous écoutent savent de quoi nous parlons. Ils nous ont entendu parler de ça depuis 20 ans. On fait un rappel en réalité. Il y a 2 petits Français qui sont assis et c'est les seuls qui ont le droit de veto. C'est-à-dire que vos chefs d'État, ils bavardent, ils racontent leurs histoires, vos ministres préparent tous les textes qu'ils veulent. Tant que c'est les 2 Français-là qui disent OK ou KO. Et ils ne le font que sur la base des intérêts de la France. Et puis M. Séjourné vient nous raconter une longue histoire. Peut-être qu'il n'a pas lu l'accord de 2019 avec l'UEMOA. Mais allons-y, on va lui en parler un peu. La première chose, changer de nom, machin. Qui vous a dit que c'est une question de changement de nom? Ça nous intéresse en quoi? Donc les gens sont là, ils vous disent que vous bloquez l'économie de leur pays, que vous pillez leur pays, que vous exercez, vous accomplissez le néocolonialisme tel que théorisé par Kwame Nkrumah. Vous l'accomplissez sur eux. Et vous venez de parler de changement de nom. Et ça vous intéresse en quoi le changement de nom? Après, vous pouvez venir là, vous commencez à raconter qu'il n'y a pas les gens dans la gouvernance. À quoi ça nous intéresse, l'histoire de gouvernance? Ce qui importe là-dedans, messieurs, dans les paramètres fondamentaux, c'est qui décide de la parité et qui décide de la convertibilité. Sur le plan technique, c'est ça les seuls éléments importants. Donc, quelqu'un vient vous parler des noms de gouvernance, ça a quoi d'intéressant? Sur le plan technique, c'est la parité et la convertibilité. À partir du moment où c'est la France qui garantit ça, ça veut dire que c'est la France qui décide. Alors là, c'est très grave. Hein? Parce qu'on en parle là, les gens ne voient pas du tout peut-être l'impact de ces choses. Mais pourquoi est-ce que la France peut vous laisser, peut même décider que pour ce qui est de l'Afrique, de l'UEMOA, que bon, même les réserves de change là, faites-en ce que vous voulez, on vous donne vos 5 milliards d'euros qui étaient en France. Parce que ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est que je gère la parité et je garantis la convertibilité. Mais pourquoi? Parce que le fait de gérer la parité, de garantir la convertibilité me permet un certain nombre de choses. 1, d'exiger que les signes monétaires soient fabriqués chez moi. Donc la France exige, grâce à la maîtrise de la parité et de la convertibilité, que les signes monétaires soient fabriqués chez elle. Et je vous rappelle que le franc CFA et le franc comorien représentent 40% de l'activité de la Banque de France. Leur activité d'impression. Vous croyez que c'est négligeable, ça? Deuxième chose que la France va décider à partir de ce moment-là, c'est avec qui vous faites les affaires. Puisque pour que vous puissiez faire les affaires avec quelqu'un... Même si on a les réserves chez nous? Laissez tomber. Mettez les réserves dans vos villages. On s'en fout. Ce qui importe, c'est que vous allez les sortir de votre village pour faire les affaires avec quelqu'un. Et il faudra qu'il y ait la France au milieu pour assurer la convertibilité. Sauf que votre affaire est un bon du trésor français, ce n'est pas convertible. Donc, pour faire les affaires avec les gens à l'étranger, vous êtes obligé d'acheter des euros. Mais vous allez les acheter à qui? À la France. Très bien. Donc, vous ne pouvez rien faire sans la France. C'est ça que ça veut dire. Vous ne faites rien sans la France. Elle va donc décider avec qui vous faites les affaires. Quand vous faites les affaires, les contenus de vos affaires, la vitesse de votre développement, le contenu de vos développements, les secteurs qui vous intéressent, toutes les réflexions stratégiques au niveau économique que vous menez, elle est au courant. Ce qui fait du franc CFA une centrale de renseignement pour la France sur vos pays. Puisque de toute manière, toutes vos réflexions stratégiques que vous menez là, vous savez que je veux dire que les ministres, les chefs d'État vont bavarder. Parce qu'au bout du compte, tout ça va s'achever dans quoi? Il faut le quantifier, il faut le financer. Les projets publics et les projets secrets. C'est ça. Mais vous nous faites peur, hein? Moi, je vous dis seulement la réalité. Hein. Moi, je vous dis la réalité. Tout ce que vous faites, c'est la France qui en décide. C'est-à-dire que la vitesse de vos demandes, le contenu avec qui vous faites les affaires, tout ce que vous voulez faire grâce au franc CFA, la France le contrôle.
Parce que vous allez venir finalement vouloir qu'on finance vos projets et elle a besoin de connaître tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est la plus grande centrale de renseignement dont dispose la France sur les 15 pays de la zone franc. Ce qui est grave, c'est que nous déposons notre argent en France pour que la France puisse financer cette centrale de renseignement. Nous commandons les signes monétaires à la France, ça permet à la France de financer cette centrale de renseignement et de la maintenir vivante. Elle est gratuite pour la France et c'est nous qui l'entretenons par notre effort. Donc, au bout du compte, quand les gens viennent, c'est-à-dire que vous voyez le niveau de stupidité avec lequel les Français s'adressent à nous, quand ils tiennent un certain nombre de propos. D'abord, vous allez vous rendre compte qu'ils vont nous dire que oui, en réalité, ce qu'on fait là n'est pas du tout bien. Ils disent que il y a une grosse méconnaissance du franc CFA, il y a de l'intox, il y a la propagande russe. Et ils vont vous dire qu'il y a le néocolonialisme fantasmé. Mais vous êtes en train de dire à des gens qu'il y a le néocolonialisme fantasmé. Vous dites qu'il y a le ressentiment. C'est ça qu'on exprime à travers le rejet du franc CFA. Mais vous êtes en train de dire... Tout à l'heure, on en parlera après. Non, mais c'est-à-dire que c'est terrible parce que vous avez les Français ont commis des dizaines de génocides sur le continent africain. Dessus tout à l'heure. Et ils sont en train de dire que les gens ont quand même un ressentiment. Je vous promets, c'est très bizarre. Dessus, tout comme on va aussi voir la compatibilité des autres pays qui ont leur monnaie. Est-ce qu'ils sont aussi libres que ça? Est-ce que ce n'est pas par le même mécanisme que vous étiez en train d'expliquer? On reviendra là-dessus. Le temps pour nous de poser la question à Abdulaziz Konaté, toujours sur cette sortie de Stéphane Séjourné, qui dit à haute voix: nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du franc CFA. C'est maintenant aux pays africains de décider et effectivement de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la suite concernant bien évidemment ce franc CFA. Abdulaziz Konaté, vous avez été convaincu, vous, par les propos de Stéphane Séjourné? Écoutez, M. Olambele, s'il est vrai que, tant est-il que les propos de M. Séjourné puissent avoir un sens, on serait tenté de, quand on essaye de faire, d'analyser un peu les zones économiques qui constituent bien évidemment le panier de la France, on se rend bien compte que peut-être il y a quand même l'économie de l'Afrique de l'Ouest qui est un peu plus en avance, qui peut peut-être effectivement, et c'est là l'entourloupe, parce que vous voyez que le gros de tout ce que le docteur Yam Timba vient de dérouler est pour l'essentiel propre à une seule zone économique qui a plus ou moins une activité quand même traçable. On parle là de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA. S'il est vrai que ce soit le cas pour l'UEMOA, fort est de constater, tristement d'ailleurs, que ce n'est très certainement pas le cas pour la CEMAC. Comment ça? CEMAC. Ben, écoutez, c'est simple, monsieur Olambele. Vous n'avez qu'à vous, au moins, l'UEMOA a le mérite d'avoir au moins commencé quelque part. C'est-à-dire que le processus de sortie du franc CFA a déjà commencé, au moins sur le plan des discussions. Même si ce n'est pas encore cela. On se rend quand même bien compte qu'effectivement, il y a déjà une partie, du moins les fonds qui étaient jusqu'ici au niveau du Trésor français, qui ont été reversés effectivement dans les banques centrales de l'UEMOA. On se rend quand même compte qu'ils sont effectivement sortis, en tout cas selon les déclarations de 2021, par bien évidemment les institutions françaises, et aussi bien évidemment la Banque centrale de l'UEMOA, qui avait d'ailleurs fait un communiqué dans ce sens pour dire qu'il leur a été effectivement transféré des fonds qui étaient jusqu'ici déposés dans les comptes d'opération français pour le compte de l'UEMOA. Effectivement, le comité de pilotage monétaire et bien évidemment les directions liées à la gouvernance de ce franc CFA-là étaient aussi des actions qui étaient déjà actées. Mais sauf qu'il y a un subterfuge, M. Olambele. C'est que si tant est-il même qu'ils sont sortis de ce fameux franc CFA, vous allez vous rendre compte que par exemple dans les critères qu'ils ont mis juste après justement, c'est de dire qu'il y a un mécanisme de dialogue et de suivi des risques susceptibles d'engager la garantie du change de cette monnaie-là qui est mise en place au sein de ces États-là. C'est vous dire qu'en réalité, on sait déjà, ce n'est plus nouveau en réalité, qu'on a un système
qui a vécu, qui a construit son image, qui a construit son édifice, son économie toute sa vie sur le dos, bien évidemment, des autres États, ou du moins d'un continent. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de réalités qui s'apposent à eux, qui ne peuvent plus être calquées, malheureusement, comme cela l'a été peut-être dans les dernières décennies. Et donc, ils se retrouvent fatalement face à un certain nombre de réalités. Mais c'est encore beaucoup plus critique, et je serais même tenté de dire alarmant, pour la zone CEMAC. Parce que si tant est-il que ces questions-là se discutent au moins du côté de l'UEMOA, je puis vous dire que du côté de la zone CEMAC, on n'en est même pas encore à cela. C'est lamentable parce que même les fameux comptes d'opération au niveau de la Banque de France sont encore ouverts et fonctionnent très bien concernant la zone CEMAC. Vous avez vu que toutes les orientations, même quand ils ont parlé par exemple du CFA concernant l'Afrique, en fait, cette sortie de ces journées concernait simplement une zone économique spécifique, l'UEMOA. Pas l'ensemble de la zone du CFA, parce que au niveau de la CEMAC, on n'en parle même pas. Et d'ailleurs, ça se traduit quand vous voyez le dernier classement des 20 fortunes africaines 2024. Vous vous rendez compte que dans le top 20, ça se discute entre l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest et un peu l'Afrique australe. Il n'y a même pas un ressortissant de l'Afrique centrale qui ne serait-ce qu'à une fortune estimée à 1 milliard d'euros ou de dollars. Il n'y a pas un seul ressortissant de l'Afrique centrale. Pour vous dire la situation dans laquelle on est. Donc, sortir du franc CFA, on le veut bien. C'est une bonne chose. Mais comment on va sortir du franc CFA? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement aller de façon progressive? Exactement. Est-ce que, pour le cas par exemple de l'Afrique centrale qui vit à plus de 80%, je ne suis pas un expert, heureusement on a des experts sur le plateau, qui ne vit que de l'importation, qui ne produit rien, qui n'a pas une économie, on n'existe pas sur le marché international. Nous ne sommes que des consommateurs, c'est-à-dire que, maudit même, je serais tenté de le dire, dans une sous-région donc comme la CEMAC, quand on peut donc parler de sortie du franc CFA, cette monnaie-là va être adossée sur quoi? Parce que pour que vous puissiez aujourd'hui, qui parle de matières premières, que vous ayez des industries et autres, il faut même que vous ayez des réserves. Ces réserves, on les constitue comment? Puisque nous ne sommes qu'une société de consommation. Heureusement, l'Afrique de l'Ouest, au moins, ils ont un dynamisme économique. D'ailleurs, ils ont la première économie d'Afrique, le Nigeria, et ils ont l'Égypte qui est là, ils ont la Côte d'Ivoire qui plus ou moins se porte bien. Donc, ils ont des économies quand même qui sont assez dynamiques, comparativement à l'Afrique centrale où nous n'avons rien. Donc, vous voyez la dynamique dans laquelle aujourd'hui, en réalité, le combat il est engagé, M. Onambélé. Effectivement, on devra sortir de cette monnaie-là. Mais peut-être qu'il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Peut-être qu'il faudrait d'abord essayer de commencer par constituer les éléments qui vont nous permettre, effectivement, comme on le voit du côté de l'Afrique de l'Ouest, effectivement, les éléments qui vont nous permettre de pouvoir débattre de ces questions-là sérieusement. Mais en l'état, supposons même que demain, aussi, l'Afrique centrale décide d'enclencher le même processus. Mais nous en sommes encore à des besoins primaires d'énergie, d'eau, de courant, de route en Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, au moins, ils sont avancés. Au Nigeria, là-bas, vous avez des autoroutes, vous arrivez à Lagos, vous arrivez machin, c'est autre chose. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Donc là-bas, quand même, on voit qu'il y a des éléments, des vecteurs qui permettent à ce qu'une économie soit soutenue. Ce n'est pas le cas en Afrique centrale. Donc, le discours de M. Séjourné, on constate malheureusement qu'il était beaucoup plus axé sur une partie de l'économie du franc CFA et non dans la globalité de l'économie du franc CFA. Mais je pense que les experts qui sont là vont très certainement entrer en profondeur de ces questions-là. C'est quelque chose qui est très important. Peut-être que tout à l'heure, je vais revenir là-dessus avec le docteur Ngoudjou, mais je voulais d'abord, parlant de cette fameuse convertibilité, revenir sur les autres monnaies, entre guillemets, africaines. Comment est-ce que se passe la convertibilité de ce côté-là? Est-ce que ce n'est pas le même mécanisme d'adossement sur d'autres monnaies, pas africaines totalement, ou alors, comment est-ce que ça se passe en quelques minutes, docteur Yantibab, qu'on comprenne bien? Parce qu'on a l'impression qu'on sera libre et pourtant on voit bien que même ceux qui, entre guillemets, ont leur monnaie, qui sont libres, ne sont pas aussi libres que ça. Il faut comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le débat, disons, cette remarque, parce que je ne sais même pas comment l'appeler, ce que les gens disent souvent à ce sujet,
oui, mais il y a d'autres pays africains qui ont leur monnaie et leurs exemples tout trouvés. Ah oui, le Zaïre à l'époque, le Zimbabwe. Mais c'est une lecture Moi, je prends le Naira, je vais pas ou le loin. Naira. Non, mais c'est une lecture d'une légèreté et d'une inculture. Encore là une fois. Accordez-nous cette Pas vous. inculture. Non, je parle pas de nous vous. tous, hein, accordez-nous Non, cette pas vous. inculture. Si c'était vous posez peut-être des questions, on comprendrait. Mais vous avez des dirigeants. Et je vais en citer un. Vous avez par exemple quelqu'un comme le président ivoirien Alassane Ouattara, qui estime que le franc CFA c'est une très très bonne chose. Et vous en êtes à vous demander, quand il le disait, venait-il de boire un peu de vin ou pas? Parce qu'il ne devait pas être dans tous ces états. Et les gens sont en train de dire, ouais, le Zimbabwe, le Zaïre. Le contexte géopolitique mondial aujourd'hui est tel que les pays africains, et Kwame Nkrumah l'a théorisé dans le concept de néocolonialisme, c'est-à-dire que nos économies africaines sont dominées par les économies essentiellement occidentales, et cette domination économique finit par créer une orientation, une détermination de nos choix politiques. C'est ça qu'on appelle le néocolonialisme. Ça veut dire que même ceux qui ont les monnaies, ça veut dire que ceux qui ont leur monnaie... adossé en Afrique, hein, leur monnaie, tu as adossé à quelque part, s'il faut que les non, laissez-moi finir. Ça veut dire que même ceux qui ont leur monnaie, subissant le néocolonialisme, ne sont pas libres de leurs décisions stratégiques. C'est la raison pour laquelle Kwame Nkrumah encore, dans le même mouvement, suggérait à l'Afrique de s'unir. Parce que les pays sont fragiles, pris un à un, alors que quand ils s'unissent, ils peuvent effectivement faire face à la rigueur de l'environnement géopolitique international. Mais ça me permet, si vous voulez, de dire d'autres choses. Allez-y. Il faut savoir que il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire dire nous devons avoir une production pour avoir la monnaie. Non, c'est la monnaie qui permet de produire. Chunjang Puemi définit clairement la monnaie. Et jusqu'aujourd'hui, des pays comme la Russie se réfèrent à la définition de Chunjang Puemi, alors que nous ici, on n'y fait pas attention. La monnaie est une créance à vue sur le système bancaire. Ça veut dire que c'est un bien vide qui est rempli par notre travail. Exactement. Donc, ce n'est pas la production qui précède la monnaie. Et d'ailleurs, dans la plupart de nos universités, on enseigne une ineptie terrible selon laquelle c'est l'investissement qui finance le développement, c'est l'épargne qui finance le développement. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, mais dans un environnement où on vous pille votre économie, on est obligé d'enseigner des choses comme ça. Non, le bien est vide au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, quand vous allez à la banque, quand elle vous donne de l'argent, c'est un bien vide, elle passe juste une écriture, elle crée de la monnaie par ça. Et vous allez donc remplir ce bien vide par votre travail, et c'est ça qui vous permet d'aller de l'avant. Et quand on fait l'analyse du franc CFA en 2 mots, quand on fait l'analyse du franc CFA, il faut clairement distinguer, ne jamais parler du Nigeria. Parce qu'il faut clairement savoir qu'en CEDEAO, vous avez en réalité 2 zones qui se superposent. Vous avez la zone de l'UEMOA du franc CFA, ça fait 8 pays, et vous avez les autres pays de la CEDEAO, et il n'y a pas forcément un lien direct. Et le débat sur le franc CFA existe depuis la fin des années 50. Les gens comme Sylvanus Olympio l'ont porté. Dans les années 60, l'UPC a porté ce débat dans les années 50-60. Vous avez des gens, donc, à travers des gens qui étaient de très grands experts, comme les Osende Afana, qui ont porté ce débat. Et ce débat a toujours été mené avec des gens comme les Chunjang Puemi, les Nicolas Gbohou, etc. Et sans compter tous les anonymes, et sans compter le panafricanisme tribunicien africain, qui est né il y a 15 ans à peu près, et qui porte ce débat au sommet et permet au monde entier de s'en rendre compte. Je me souviens, mais le monde entier ne sait pas ce qui se passe avec le franc CFA. Je me souviens qu'en 2022, quand je suis arrivé au Salvador, pendant une conférence internationale sur la monnaie, le bitcoin, et que j'ai parlé du franc CFA, mais les gens se sont demandé, ça existe encore? Ça existe, mais malheureusement, le monde n'en parle pas assez. Et il faut qu'on en parle et qu'on mette fin à ça. Allez, docteur Dalvarez Ngoudjou, au-delà de l'utopie, de la volonté qu'on a bien envie d'avoir, au-delà, même, je voulais dire quoi, des rêves qu'on a de manière concrète et réaliste actuellement, est-ce qu'on peut véritablement se départir du franc CFA ou alors faire comme
Abdoulaziz Konaté le relevait tout à l'heure, aller vraiment de manière crescendo, avoir déjà quand même des industries, des choses qui nous permettent plus ou moins d'avoir des réserves. Vous savez, monsieur Onambélé, généralement chez nous... Je parlais bien de manière réaliste, pas dans l'idéologie Non, pas l'utopie, l'idéologie, parce pas qu'on l'idéologie. a tous le rêve d'y arriver, mais maintenant, il faut qu'on tienne d'abord compte de ce qu'on a en main. Justement, comme je disais un peu plus haut, pour tenir compte de ce que l'on a, c'est très important de voir, comme tout médecin, de diagnostiquer et de voir exactement d'où nous venons. Parce que quand la France, après la Deuxième Guerre mondiale, nous impose le franc CFA, il faut bien voir où quelle part tirer cela. Ça devrait nous permettre de pouvoir tirer des conclusions. En réalité, la France est tellement faible pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'en quelques semaines, l'armée de Hitler était à Paris. L'armée nazie envahit la France et en réalité, le franc CFA a des origines nazies. En réalité, c'est parce que quand les Allemands prennent la France, les Allemands mettent en franc... Mais c'est les faits. C'est de l'histoire. Et c'est ça la particularité. C'est qu'en Afrique, très peu de gens essayent d'étudier. C'est l'histoire. Le franc CFA a des origines nazies. Parce qu'en réalité, vous vérifiez ça, tout le monde peut avoir accès à cela. Bien sûr. Donc vous voulez dire que les Français utilisent toujours un outil nazi jusqu'aujourd'hui? Oui. C'est fort ce que vous dites. Justement, ça peut me trouver la solution. Laissez-moi développer. Allez-y. Je dis, quand les nazis arrivent, ils se rendent compte que oui, la France est quand même un pays très riche. Mais comment peut-on faire pour pouvoir nous accaparer de toutes leurs richesses? Les nazis avaient la possibilité d'utiliser la monnaie allemande, le mark, pour pouvoir s'enrichir, c'est-à-dire acheter les ressources qui étaient en France. Les nazis, notamment Hitler et tous ces gars, pensent que nous créons une monnaie qui ne peut être utilisée qu'en France. Ça veut dire une forme de papier. Battons une forme de monnaie qui peut être utilisée uniquement en France et utilisons cela pour acheter les biens en France, notamment. Donc ils ont commencé à frapper une monnaie en France qui ne pouvait pas être convertible, exactement comme le franc CFA. Donc là, on a commencé à utiliser cela juste en France pour acheter de l'or, des bijoux, du charbon et tout ce qui était de maïs, même des machines en France. Et les nazis utilisaient tout cela, ils achetaient en France, ils envoyaient tout cela en Allemagne. C'est exactement cela. Juste que la France était occupée, l'armée rouge qui était extrêmement puissante a pu vaincre les nazis, non seulement à Leningrad, et ensuite a pu rentrer jusqu'en Allemagne, jusqu'à Berlin. Ils ont hissé le drapeau soviétique sur le Parlement allemand et ils sont venus délivrer la France. C'est là où la France est libre. Mais maintenant, quand elle est libre, n'oublions pas que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des États africains, alors, du moins, une bonne partie des États africains étaient du côté de la France, ont soutenu quand même la France. Exactement. Justement, les Sénégalais. Mais la grande récompense que la France a trouvée pour donner aux États africains qu'ils avaient soutenus dans la guerre contre les nazis, c'était justement de dupliquer ce que les nazis ont implémenté en France pendant l'occupation nazie. C'est exactement cela. C'est-à-dire, les Français pensent que mais les nazis ont fait cela pour nous piller. C'est-à-dire, ils imprimaient les bouts de papier appelés monnaie qui leur permettaient de s'accaparer de tous nos richesses. C'est exactement ce que les Français font. Les Français créent une forme de monnaie, mais c'est une monnaie qui ne peut pas être convertible. C'est une monnaie qu'on va utiliser dans les colonies. Ils appellent cela le phare des colonies françaises d'Afrique. Parce qu'en réalité, la France en ce moment-là était un peu comme une colonie allemande. C'était l'Allemagne qui avait envahi la France. Donc, ils obéissaient. Tous les gars qui étaient là, c'était les gars qui obéissaient pratiquement au système allemand. C'est exactement la même forme qu'on a dupliqué chez nous. C'est-à-dire, on a mis des gens à la tête de nos États. Le gouvernement de Vichy en même temps. Merci beaucoup. Oui. On a mis à la tête de nos États des personnes qui défendent en réalité les intérêts français. Vous avez dit tout à l'heure à mon ami le docteur Yamtima, qui est aussi 14 Africains qui siègent au conseil d'administration, mais ça ne sert à rien, même si vous êtes 10 000 qui siégent, mais qu'il y a un gars en face qui, avec le droit de veto, permet de ne pas prendre les décisions. Je continue disant ceci. Dont les Français, ils créent une monnaie qui leur permet en réalité de s'accaparer de toutes nos richesses gratuitement. Parce qu'en fait, quand vous rentrez dans la question de la convertibilité, si les Français impriment un papier, ils disent que ce papier n'a de valeur que... J'étais en Chine, ça fait à peine 2 ou 3 semaines. J'ai dit le franc CFA, mais ça ne sert à rien. Ils disent non, on ne peut pas. Mais eux, par contre, ils prennent les euros. Ils prennent le dollar. Ils prennent autre chose, mais ils ne prennent pas le franc CFA. Parce qu'en réalité, les Français, pour eux, c'est que c'est un bout de papier qui a un coût dans une zone précise. En réalité, le franc CFA n'est pas différent des bons de carburant. C'est-à-dire que vous avez des bons de carburant qui vous permettent d'aller, je dis, sans publicité, à Tradex ou à Bocon, mais en dehors de cela, ça ne sert à rien. Pourtant, si j'ai un billet de 10 000, je peux avoir le carburant de 10 000, mais quand quelqu'un peut avoir un coupon de papier de je sais pas quoi, de carburant de 10 000, on donne aussi le carburant de 10 000. Mais en dehors de la station, ça ne sert pas
à grand-chose. Parce qu'en réalité, on s'est entendu que ce bout de papier ne peut servir à faire que telle chose. C'est pratiquement la même chose avant le franc CFA. Parlons de la convertibilité. La dernière fois, j'étais à Dakar, au Sénégal, après l'aéroport, il fallait prendre du carburant quelque part. Ensuite, j'étais avec votre collègue Bachi. Il y avait des vendeurs qui venaient au bord de notre voiture. Ils vendaient, je ne sais pas quoi, les bibelots, tout le reste. Mais pour acheter, quand on avait des francs CFA de l'Afrique centrale, au Sénégal, mais pour acheter, c'est que non, vous nous donnez, on pas changer. C'est-à-dire vous êtes censé avoir la même monnaie. C'est la question de la convertibilité. Vous êtes contraint de partir. Vous avez un franc CFA de l'Afrique centrale. Vous voulez dire que le franc CFA du Sénégal est différent? On l'utilise pas? Non, c'est pas identique. Et ça n'a même pas coût de valeur. C'est-à-dire quand vous prenez 10 000, en Afrique centrale, vous arrivez à Dakar ou à Abidjan, vous allez changer cela pour prendre les francs CFA de cette zone. Et justement, c'est le rôle de la convertibilité, c'est qu'en fait, tout le temps que vous faites cette opération, vous payez la France. C'est-à-dire que si je vais acheter, je ne sais pas quoi, une mangue à Dakar, j'ai 500 francs CFA. Attendez, permettez quand même que les téléspectateurs comprennent. Vous convertissez ça comment au même taux? Non, très bien, non. Premièrement, il faut que vous... Dans tous les cas, si vous donnez 10 000 francs CFA, on ne vous donne pas exactement 10 000. Parce que vous allez payer la France. Parce qu'il y a un taux de convertibilité. Parce qu'en réalité, de manière à voir comment ça se passe. Ça veut dire qu'en réalité, de manière transitaire, vous achetez d'abord les euros et on prend ces euros-là pour acheter les francs CFA de l'Afrique de l'Ouest avec. Et pour acheter tout cela, c'est un peu comme ici chez nous. Quand vous allez en Chine, où il faut des dollars ou des CFA ou des euros. Mais quand vous achetez ça à ces gars, soit à votre banque, soit à quoi Palace, vous payez un taux. Et ça, on se comprend. Parce qu'en réalité, les marchands font le commerce dessus. Justement, la France gagne. Chaque fois que je voulais acheter une mangue à Dakar avec un franc CFA venant du Gabon, du Tchad ou de Centrafrique, malgré que vous êtes dans une zone où on utilise le franc CFA comme à Abidjan, vous ne pouvez pas utiliser cela. Ça ne passe pas. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas changer. Et pour qu'ils changent, vous perdez de la valeur. Et cette valeur que vous perdez, ça joue le rôle d'intermédiation de la France, qui dit que même si vous êtes africain, même si vous êtes dans la même zone monétaire, même si sur le franc CFA, ici, là, si vous voulez manger quelque chose, vous devez me payer avant de faire tourner l'économie sénégalaise. C'est exactement ça. Qui a décidé de cela? C'est la France. C'est la France. Alors que ce soit le dollar, que ce soit l'euro, que ce soit le yuan, que ce soit même des roubles, si vous avez des roubles, vous partez en Inde, vous n'avez pas de problème. Si vous avez des roubles, les roubles en Chine, ça passe. Vous achetez les Chinois, ils connaissent cela. Mais si c'est autre chose, ça ne passe pas, surtout pas le franc, surtout pas le franc CFA. Je vais dire, quand vous êtes dans un système comme celui-ci, et comme j'ai expliqué un peu plus haut, qui n'est que du nazisme monétaire, c'est-à-dire une doctrine développée par Hitler implémente... Non, c'est pas faux, mais je vous dis... Moi, ça me fait sursauter. Justement, ça me fait sursauter. Et justement, je félicite des chaînes de télévision comme Voix d'Âge, des journalistes comme vous, de mettre ces thématiques. Parce que parfois, nous, on ne sait pas, certains Africains ne savent pas d'où nous venons. Ça veut dire, en fait, c'est pratiquement démoniaque. C'est-à-dire les gars, ils ont fait des procès par rapport au nazisme, mais sans oublier, tout en mettant de côté. N'oublions pas. Pourquoi quand la France... Parce que la France implémente ça totalement quand elle n'a pas signé les accords de Bretton Woods. Après les accords de Bretton Woods, en principe, quelques années après, nous sommes censés être indépendants. Parce que tout à l'heure, vous trouvez, comme mon ami Konaté l'a bien dit, que maintenant, il faut être réaliste. Comment est-ce qu'on... Mais les gars... Bonne question, c'est la question... justement, le réalisme, c'est que... Oui, parce qu'on paraît être dans l'utopie. Non, ce n'est pas de l'utopie. Les gars le font. Non. Dans tout pays sérieux, une monnaie se prend par un décret. Il y a d'abord idéologie, il y a ce qu'on appelle la volonté politique. Si vous avez la volonté politique, il y a des autorités qui sont légitimes et qui sont légales, elles prennent de leurs responsabilités. Toute monnaie sérieuse est soutenue par les ressources. En réalité, un bout de papier ne sert à rien. Ça veut dire vos lunettes. Si on peut parler, je suis lunetier ou je suis opticien. Tu veux me donner 100 000, je dis que non, gars, je ne veux pas les 100 000 là. Donne-moi plutôt les 10 régimes de platine qui sont chez toi, je te donne tes lunettes. Ça résout le problème. Ça résout le problème. Parce qu'en réalité, la valeur de vos lunettes est soutenue par mes plans. C'est tout, en réalité. Juste qu'en réalité, ça donne une certaine valeur structurelle parce qu'on passe par l'intermédiation. C'est pourquoi il y a de plus en plus des situations où les gars disent que, OK, rends-moi tel service, je te donne tel terrain, sans passer par quelque chose. En d'autres termes, des gens nous ont imposé cela pour tirer le profit. Et c'est pas... Il veut dire, si on veut attendre la gradualité, il n'y aura jamais. Hein, parce que, figurez-vous, actuellement, le dollar à combien? L'euro, quelle est la situation de l'euro? 610 francs, 590. Très bien. Vous savez pourquoi le dollar 610 francs? Très bien. Ça veut dire que le dollar s'est enrichi pendant que l'euro a perdu la valeur. Vous savez, quand il y a eu l'opération spéciale en Ukraine, les Occidentaux ont pris toutes les dispositions pour asphyxier la rouble, la monnaie russe.
Juste que la Banque centrale a pris les monnaies pour pouvoir être forte. Pour vous dire que quoi? De par le monde entier, les monnaies fluctuent. Il n'y a aucune monnaie qui peut se dire totalement stable. J'étais en Chine. Vous vous rappelez aujourd'hui là, la Chine a des difficultés importantes sur le plan économique. Pourquoi? Parce que la monnaie chinoise a pris beaucoup de valeur. Vous savez à l'époque, est-ce que vous savez qu'à l'époque, les boursiers camerounais, on a eu des difficultés. Les boursiers camerounais qui partaient en Chine, le peu de bourses qu'on leur donnait, que l'État du Cameroun, c'est autour de 18 000, parfois 40 000. Mais en Chine, c'était des pénaux, puisque leur bourse, la veille de leur bourse dépassait le salaire du recteur de l'université. Au fur et à mesure, la monnaie chinoise était mauvaise, était faible, pas dit mauvaise. Mais ça leur permettait de vivre leur rythme de vie. Mais aujourd'hui, la monnaie chinoise a pris beaucoup de valeur. Aujourd'hui, 10 000 francs CFA, c'est autour de 100 yuan. Ça veut dire qu'en réalité, ça a pris beaucoup de valeur. Je veux vous dire que, donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'ensemble de cela qu'on appelle la politique monétaire. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, on reste tranquille, on dort. En d'autres termes, ce n'est pas si facile que ça. On combat cela tous les jours. Donc on ne peut pas dire que, attendons quand nous allons être fréquents. On parle de quelque chose après 1940, on parle de 1940-1945. Nous sommes à combien d'années après? On va être fréquents. Docteur Goudjou, je vous pose une question directe. Oui. Demain, on décide d'avoir le franc CFA. Est-ce qu'on s'en sort? Mais on a le franc CFA, on ne s'en sort pas. Dis plutôt, bon, est-ce que demain... on décide d'avoir notre propre monnaie. Oui. On botte la France comme vous voulez bien, vous le souhaitez. Oui. Est-ce qu'on s'en sort? Oui, on peut s'en sortir. Vous en sortez comment? Merci. Si nous avons des dirigeants sérieux, avec une volonté sérieuse de s'en sortir. Là, vous sortez encore un autre élément. Non, c'est un élément important. Un autre X compliqué. Non, c'est pas. Non, les variables X sont existantes. Hein. C'est les mathématiques. Non, c'est le valeur existant. Mais celui-là, hein? Non, X. C'est la dérivée, la dérivée en même temps. Non. Je vais très bien. Justement, il y a des variables X et Y qui ont existé. Ce que la zone franc n'était pas constitué que les 14 États. C'était que le Maroc, Madagascar, la Tunisie, l'Algérie, c'était X, Y et Z qui étaient les éléments de la zone franc. Exactement. Mais ces éléments X, Y et Z, justement, ont demandé l'indépendance. Est-ce que vous savez que quand le Maroc décide de sortir de la zone franc, le roi marocain est kidnappé. Il est emprisonné sur une île. Les Marocains disent que jamais nous allons sortir de cette zone. Aujourd'hui, vous avez vu, vous voyez la valeur du dinar marocain? Extrêmement solide, hein? Le dinar algérien. Et vous savez pourquoi l'économie de l'Algérie est stable actuellement? Quand les Algériens sortent de la zone franc, il y a de cela environ 3 ou 4 ans, je crois que le président c'était encore Abdelaziz Bouteflika. Ils ont imprimé pour 50 milliards de dollars. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le financement. 50 milliards de dollars. De leur monnaie. Ça leur permet de financer leur économie interne. Que ce soit ici chez Dachako, que ce soit... Est-ce que vous connaissez à peu près l'équivalence de la dette totale du Cameroun? C'est autour de 12 500 milliards. Dans les 12 500 milliards, une bonne partie, c'est la dette interne. Hein? C'est-à-dire que des personnes qui ont travaillé, qui ont été prestataires de services à l'État du Cameroun, l'État du Cameroun est incapable de les payer. Croyez-moi, si vous avez une politique monétaire, c'est très facile de payer vos gars. Puis c'est vous qui imprimez pour les payer. Pour que l'État du Cameroun puisse payer un fournisseur qui a aidé l'État à faire quel que soit le service, il faut que l'État pas te demander, comme le docteur Yab le disait, demande en France que j'ai envie de payer, vraiment qu'on a été à travailler chez moi. Vraiment, il faut qu'il paye ses employés. On a construit le stade d'Olembe. Il y a des gars qui ont fermé les portes. Le stade d'Olembe, les factures ne sont pas passées. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gars qui sont en prison. Ils ont financé les activités au stade d'Olembe ou le stade de Japoma. On ne les a jamais payés jusqu'à aujourd'hui parce que l'État est incapable. Pour que l'État le fasse, il faudrait que la Banque centrale, la BAC écrive au Trésor de France et que le Trésor de France accepte de financer. Si elle ne veut pas, elle ne finance pas. C'est ça la réalité. Alors que si nous avions une vraie banque centrale, ici au Cameroun, croyez-moi, l'État prenait des dispositions. Puisque pour imprimer de la monnaie, pour payer toute sa dette interne, elle ne demande rien à personne. Elle ne demande rien à personne. C'est ce qu'on appelle la création de l'inflation. Même quand il y a une inflation, parfois qu'il y a une inflation monétaire, l'impact est positif sur l'économie. Hein. Même si c'est ce que les Américains font. À votre avis, pourquoi la dette américaine est de 30 000 millions de dollars? La dette américaine n'a pas de fonds. Hein. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, là, on est trop endetté. Il prend un décret. C'est-à-dire le président, avec les gars du Congrès, on sort des planches. Très bien. On sort la planche à B. C'est-à-dire, la planche à B, c'est on imprime des bouts de papier, on partage dans le monde entier. Justement, on refait venir la convertibilité. Parce qu'un pays comme l'État du Cameroun effectue son commerce extérieur, c'est-à-dire importe en dollars. Pour que l'État du Cameroun puisse importer, je veux dire, cette caméra qui est en face de moi, l'État du Cameroun a eu besoin de dollars. Parce que la Chine ne connaît pas le franc CFA. Et pour avoir cela, l'État du Cameroun est parti aux États-Unis acheter un bout de papier qui ne vaut pas plus que vos lunettes,
ce qu'on appelle les dollars, et prend cela, va en Chine avec, et les Chinois prennent cela, disent que oui, au moins ceci nous reconnaissons. Alors qu'au fond, ce ne sont que des bouts de papier. Les Américains impriment cela, premièrement, pour financer leur dette interne, mais surtout, deuxièmement, pour financer leur dette externe et surtout alimenter l'inflation. Les Américains partagent les inflations de par le monde entier. C'est pourquoi le dollar a eu des difficultés importantes quand la rouble a commencé à s'enrichir par rapport au dollar. Et ça, on se comprend bien. Je vais dire, que ce soit le cas du dollar, que ce soit le cas de l'euro, que ce soit... Si nous prenons ces cas en mettant en face comme des miroirs par rapport au franc CFA, ça dit ce que ça veut dire. Comme j'ai pris le cas, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans tous ces pays-là, vous ne faites rien avec le franc CFA. Et quand vous parlez de X, j'ai terminé en disant que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie étaient tous membres de la zone franc. Toutes ces nations sont sorties. Leur monnaie se porte beaucoup bien aujourd'hui. Leur économie se porte beaucoup bien aujourd'hui. C'était les variables X, Y et Z qui étaient dans la zone franc et qui se trouvent beaucoup mieux gérées aujourd'hui. Allez, Abdelaziz Konaté, revenons un peu. Hein, on va aborder le dernier pan de cette émission. Parlons effectivement de cette relation historique, hein, parce qu'on parle là du franc CFA, mais au-delà du franc CFA, on a quand même une histoire avec la France, une histoire qu'on ne peut balayer du revers de la main. C'est quand même près de quoi? Plus d'un siècle même déjà, hein, de relations historiques. Depuis, si on s'en tient à 1916, on va donc dans une mesure aujourd'hui. Si on sort du franc CFA, nos relations avec la France aussi seront compliquées. Abdelaziz Konaté. Bon, déjà, il faut savoir hein, en matière de relations internationales, évidemment, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amitié. Ça, c'est clair. Donc, partant de là, que le voisin d'en face ou le candidat d'en face soit content ou pas, ça importe très peu, en réalité. Mais nous sommes en train de parler le français, là, en même temps. Maintenant, ce qui est important ici, pour les zones économiques qui sont encore sous le giron de la France, et j'insiste là-dessus, c'est de s'outiller sur le plan économique. Il y a une kyriade, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les exposés du docteur Ngoudjou. Vous avez vu que tous les pays qu'il a cités en réalité se sont adossés sur une chose. Pour aujourd'hui être des économies fortes, des pays forts, c'est leur économie. Parce qu'ils ont effectivement créé les conditions pour cette révolution-là économique. Ils ont pensé industrie, ils ont pensé matières premières. Et donc, par la suite, effectivement, ils ont pu rehausser un certain nombre d'éléments, notamment sur le plan de leur souveraineté. Donc, c'est l'Afrique. Et c'est pour cela, encore qu'une fois de plus, vous avez vu que dans l'observation qu'il a faite, qui est une réalité, en fait, qui est connue de tous, sur le plan de la convertibilité, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, effectivement, n'utilisent pas la même monnaie. Parce que l'économie de l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus dynamique que celle de l'Afrique centrale, malheureusement. Et donc, par conséquence, vous ne pouvez pas mettre sur la même table ou les mêmes égalités, en réalité, ces deux économies, bien qu'elles soient dans le même RE ou dans la même circonférence monétaire. Et c'est là un problème. Parce qu'en réalité, on se rend compte que si nous, aujourd'hui, nous décidons par un décret de sortir, déjà, à quel marché on s'adresse? Est-ce que, pour le cas de la zone CEMAC, je reviens encore dessus, où nous sommes, je pense, 6 États pour la zone CEMAC actuellement, est-ce que chacun de ces États doit avoir une monnaie? C'est un problème. Est-ce qu'il faut une monnaie commune pour ce marché commun? Et là, ça devient beaucoup plus intéressant, parce que nous avons quoi? Nous avons les matières premières sur lesquelles nous pouvons effectivement adosser cette réflexion-là. Mais il faut encore une fois de plus que ce soit une décision commune pour que ça devienne intéressant. Parce que si vous décidez, voyez-vous, monsieur Onambele, simplement au niveau du Cameroun, du petit Cameroun, avec ses à peine même pas 30 millions d'habitants, de dire que vous allez demain sortir, vous allez imprimer une monnaie, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Dans une situation d'abord morose sur le plan économique dans lequel on se retrouve, après 60 ans d'exploitation, de spoliation, de duperie, justement par ses partenaires, la dite ou alors appelés amis. C'est très fort d'appeler d'ailleurs ce type de partenariat un partenariat amical. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que c'est des questions d'intérêt sur la scène internationale. Donc quand vous faites des bilans de 60 ans, et si vous remontez à 1916, à pratiquement un millénaire, un siècle, vous vous rendez compte qu'avec ces partenaires-là, il n'y a que eu des formes de collaboration en réalité de duperie. Il n'y a rien eu qui a été fondé dans l'esprit en réalité d'un partage commun, d'un esprit gagnant-gagnant. Et donc, au jour d'aujourd'hui où
il y a un réveil, il y a un sursaut d'orgueil par les États africains, par le continent africain, qui veut revoir clair dans la nature de la collaboration avec ses partenaires qu'on peut appeler entre guillemets historiques. Il est important de regarder les acquis que nous avons. Ces acquis sont quasi inexistants. Je vous dis encore que pour le cas de l'Afrique centrale, nous en sommes encore à des problèmes primaires, préhistoriques. Les problèmes de route, les problèmes d'eau, les problèmes de santé, des problèmes primaires qui sont en réalité la base, la fondation sur laquelle en réalité tout pays sérieux qui veut se développer commence d'abord par régler. Est-ce que vous jugez, vous comme moi savez très bien que jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de parler des aménagements des routes, par exemple pour le cas du Cameroun, des adductions d'eau. Quand est-ce qu'on va pouvoir penser à pouvoir mettre des mégalopoles ou bien alors des factories pour pouvoir commencer à transformer localement? Vous comprenez que ça date encore d'un siècle qu'il nous faudra attendre. Et donc, quand vous vous rendez compte de ces réalités-là, vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que ce soit la Chine, effectivement, qui, il y a peut-être une quarantaine d'années, nous avions une monnaie ou alors qui nous permettait de pouvoir vivre décemment là-bas parce que leur monnaie était très faible, ben ils ont dû se réinventer effectivement il y a 20-25 ans et on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est l'une des locomotives du globe. Donc, en réalité, tout pays sérieux qui veut aller vers une autonomie, encore que autonomie n'existe véritablement jamais, il faudrait en réalité... On est en partenariat avec quelqu'un, on n'est jamais autonome. En tout cas, il faudrait, même pour renégocier ces aspects-là, il faudrait déjà se doter. Au jour d'aujourd'hui, fort est de constater, et il faut qu'on puisse avoir l'honnêteté de pouvoir se regarder en face et se dire que faire un diagnostic, une autopsie pour se dire que à ce stade-ci, nous ne sommes pas dans les dispositions de pouvoir peut-être obtenir ce que nous souhaitons immédiatement peut-être. Il va falloir effectivement, et je rejoins la pensée du docteur Ngudjou tout à l'heure qui disait qu'il faut se repenser. Il va falloir se repenser. Il va falloir malheureusement passer par cette douloureuse case-là qui est celle de pouvoir se poser les bonnes questions, essayer d'amener des refondations profondes, et ça passe par des volontés politiques. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi à la tête de nos États dorénavant des hommes forts. Il faut avoir des hommes qui ont, et je serais même tenté de dire, parce que de plus en plus, je suis mal à l'aise chaque fois que j'emploie le mot panafricain. Parce qu'à l'intérieur, vous trouvez beaucoup de choses. Et très peu de personnes comprennent malheureusement même de quoi il est question. Je pense que le mot nationaliste serait convenable d'utiliser aujourd'hui pour les États africains. Parce que les nationalistes, en réalité, sont plus au fait même, n'est-ce pas, de ce qu'on attend, de ce que la nouvelle dynamique africaine aujourd'hui est à même d'attendre de ses matières premières, de ses ressources, de son auto-affirmation. Parce que, voyez-vous, si nous pensons simplement de façon micro, au lieu d'avoir une vue d'ensemble macro, nous allons toujours tomber inlassablement dans les mêmes problèmes. C'est pour cela que le cas, par exemple, de l'Afrique centrale, je ne parle pas trop de l'Afrique de l'Ouest parce que je dis encore qu'ils ont au moins 60 ans en avance sur nous par rapport à l'Afrique centrale. Il faudrait que nous, notre sous-région de l'Afrique centrale, la zone CEMAC, que nous puissions penser de manière globale. Nous avons le Congo qui est là, nous avons le Cameroun qui est là, nous avons le Gabon, nous avons les deux Congos. Nous avons le Gabon, nous avons le Tchad, nous avons le Cameroun, nous avons la Centrafrique. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une monnaie commune? Mais pour arriver à cela, il faut qu'on pose des bases. Les bases, bien évidemment, c'est qu'on commence au moins, même si ça ne va pas aller de façon, c'est-à-dire immédiate, qu'on essaie au moins d'équilibrer la parité de ce que importation, exportation, que nous commencions à moins importer et que nous essayons au moins d'équilibrer au niveau des exportations parce qu'on en est encore à exporter même les cure-dents dans la zone CEMAC, malheureusement, M. Onambélé. Et ça, ce n'est pas un élément qui peut nous permettre, dans le niveau de pauvreté extrême dans lequel est positionnée aujourd'hui la zone CEMAC, pas parce qu'elle manque de ressources, mais parce que des mauvaises décisions politiques ont été prises, des mauvais dirigeants ont été installés, justement. Et ça a été, encore une fois de plus, le subterfuge de ces partenaires-là, dits encore historiques, qu'il faudrait aujourd'hui inverser en termes de balance pour donc avoir des personnes qui ont un souci premier, comme l'étaient nos pères fondateurs, Oumniobé et autres, de pouvoir effectivement acquérir une souveraineté réelle. Et ça passe par des fondations solides. C'est ce qu'on attend. Allez, docteur Yann Simba, je voulais bien vous poser la question sur cette relation historique, mais je vous ai vu tout à l'heure un peu être gêné quand on parlait de l'économie. D'abord, vous l'avez déjà presque expliqué, mais je vous vois très, très mal gêné là. Mais pourquoi pas parler de ces relations historiques?
On a aujourd'hui... Nous n'avons aucune relation avec la France. Non, vous aussi, on parle français quand même, c'est pour ça, Dr. Yann justement, Timba. c'est pour ça que je vous dis, une relation, c'est quoi? On parle français, vous êtes quand même d'accord avec? Non, attention, justement. L'éducation dans ces pays, du français, français. On parle français, une relation, c'est quelque chose de précis. Une relation a une valeur ajoutée. Là, on n'en a pas. Donc, ce n'est pas une relation, c'est une agression. Sauf si vous pensez qu'une agression... Non, on est en train de penser en français, là, Dr. Yann Timba. Je ne suis pas en train de parler Bassa. Si vous pensez qu'une agression est une relation, alors nous sommes en relation avec la France. Nous n'avons aucune relation avec la France. Nous sommes agressés par la France depuis 1916. Nous n'avons aucune relation avec elle. Nous sommes agressés par la Grande-Bretagne depuis 1916. Nous n'avons aucune relation avec ces gens-là. Si on ne le comprend pas, on va commencer à dire oui, ils nous ont apporté. Ils ne nous ont rien apporté. Ils ont détruit. Même le français qui nous permet de communiquer là. Ils ont détruit. Parce que j'imagine bien les Hondo et le Bassa, on n'allait pas s'entendre. Parce que vous croyez qu'avant qu'ils n'arrivent, vos ancêtres, ils ne parlaient pas, on ne communiquait pas, on ne collaborait pas. Vous voyez le genre de choses qu'ils ont réussi à installer dans la tête des gens. Vous croyez que nous sommes là depuis 300 000 ans. Les Blancs n'existent que depuis 40 000 ans. Avant ça, on faisait comment? On ne communiquait pas, on ne se parlait pas, on ne faisait pas du commerce ensemble. Il faut qu'on arrête de penser comme ça. Il faut qu'on se mette à penser sérieusement à ce que nous avons eu des ancêtres. C'est d'ailleurs pour ça que j'invite tout le monde entier à venir à Douala du 14 au 19 juillet pour célébrer les ancêtres africains depuis l'aube des temps. Parce que j'ai l'impression que nous avons oublié que nous avons des ancêtres noirs, que nous avons des ancêtres africains. Non, tout à l'heure on parlait d'économie, je disais non, il faut faire attention. La monnaie, quand au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis voulaient faire de la France une colonie. Et ils avaient même déjà créé la monnaie que la France devait utiliser. De Gaulle a répondu aux Américains, on ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que la monnaie est l'âme d'un pays, monsieur. C'est l'âme d'un pays. Et donc, nous n'en avons pas. Et les gens sont là à vouloir nous expliquer qu'ils ont fait du chemin, ils ont fait leur part. Je ne sais pas quelle part ils ont fait. Si c'est la part, là, c'est les génocides qu'ils ont commis chez nous. Oui, d'accord, je comprends. Parce que chaque enfant qui meurt de paludisme en Afrique, en Afrique du franc CFA, c'est à cause du franc CFA. Et c'est la France qui en est responsable. Chaque femme qui n'arrive pas à accoucher... Mais c'est quand même fort ça. Moi, je vous parle de relations économiques. Après, fort ou pas fort, je m'en fous. Chaque femme qui n'arrive pas à accoucher et qui meurt en couche dans les pays du franc CFA parce qu'on n'a pas pu la soigner, mais les États africains ont des responsables quand même. Monsieur, non, nous n'avons pas créé le franc CFA, nous ne sommes pas responsables de ses conséquences. Vous ne pouvez pas... Les gens ne peuvent pas créer une affaire à trois. De Gaulle, Pleven et Soustel, et vous venez dire que les Africains sont responsables. Mais comment est-ce qu'on peut être responsable de ce que les autres créent? C'est eux qui ont créé leur affaire, c'est eux qui sont responsables. Quelle est cette histoire où les Africains n'ont créé ni l'esclavage, ni le colonialisme, ni une monnaie comme le franc CFA, mais on veut on veut trouver une responsabilité aux Africains là-dedans? C'est quelle histoire ça? Est-ce qu'on trouve une responsabilité aux nazis, aux juifs dans le nazisme? Pas du tout. Il faut qu'on arrête ça. Les Africains soient un peu dignes, un peu sérieux, un peu rigoureux. Parce que c'est ce manque de gravité dont parle Bouemba Bon qui fait que nous restons dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas responsables de l'esclavage, nous ne sommes pas responsables de la colonisation, nous ne sommes pas responsables du franc CFA. Toutes les conséquences liées à ça, c'est les Français qui l'assument. Tout ce qui est lié au franc CFA, c'est les Français qui l'assument, monsieur. Toutes les morts, tout ce qu'il y a comme désespoir, c'est aux Français. Les Français qui l'ont créé avec le franc CFA, ils l'assument. Lorsque Dr Goudou vous parle de l'origine nazie, le monde a eu besoin de 6 ans pour régler les questions du nazisme. Ça fait, monsieur, pratiquement, nous sommes c'est pratiquement 70 ans. On n'arrive pas à régler, 80 ans, on n'arrive pas à régler un problème aussi simple que celui-là. Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai parlé de comment la France a refusé la monnaie que les Américains voulaient leur imposer, ainsi que les bases militaires, parce qu'en 1947, ils ont demandé aux Américains d'enlever leurs bases militaires. Nous sommes en Afrique. Pourquoi vous croyez qu'il y a les bases militaires en Afrique? Pourquoi il y a les bases militaires françaises dans les pays où on utilise le franc CFA? C'est pour protéger le franc CFA, monsieur. Pourquoi il y a les 900 bases militaires américaines à travers le monde? C'est pour protéger le dollar. C'est pour ça que ça existe là. Donc,
Nous devons savoir. Mais on va peut-être quitter l'aspect économique, mais savoir aussi qu'il y a ce qu'on appelle mais ce que je vous parle, la violence symbolique. Ce dont je vous parle là. Ce dont je vous parle là. Mais il y a aussi la violence symbolique, le rapport de force. Ce dont je vous parle. Quand vous êtes faible, vous êtes obligé d'abord je suis en train de vous parler. De suivre. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est de l'économie, monsieur. Non, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je voulais aller. Maintenant, l'autre chose que je vais vous dire, valeur sociologique quand vous prenez un pays comme le Bhoutan, vous savez où ça se trouve le Bhoutan? Je suis sûr que 99% des Camerounais savent où ça se trouve. Là-bas, je pense bien. Non, pas du tout. Bon? Le Bhoutan, c'est coincé entre l'Inde et l'Himalaya. Mais ce pays a sa monnaie. L'économie de tout le Bhoutan, ce n'est même pas l'économie d'un arrondissement de Douala. Mais ils ont leur monnaie. Il faut qu'elle préalable pour qu'on ait notre monnaie. Aujourd'hui, on règle ces questions. Depuis 1980 jusqu'à l'année dernière, les Occidentaux, les Anglais et les Américains ont détruit l'économie du Zimbabwe. Au point que ce pays s'est retrouvé obligé d'avoir des billets de banque d'une valeur de 50 milliards de dollars zimbabwéens. Mais il y a une réflexion économique monétaire qui a lieu, une réflexion dans le domaine monétaire qui est à cours en Afrique. Donc Kadhafi s'était saisi par exemple dans le cadre du projet de la monnaie unique commune africaine qui devait être adossée sur l'or. Et le Zimbabwe a présenté dernièrement sa nouvelle monnaie, le ZiGold, adossé sur l'or. Que les Occidentaux aient encore attaqué ça. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ça veut dire que cette monnaie, sa fluctuation, sa valeur va simplement varier en fonction de la fluctuation de l'or sur le marché mondial. Or, la fluctuation de l'or sur le marché mondial en 50 ans par rapport au dollar est de 8,17%. Ça veut dire que c'est resté pratiquement stable. Personne ne peut s'attaquer à l'or. 34 000 tonnes de réserves d'or dans le monde aujourd'hui. Le stock à flux de l'or, c'est-à-dire, si vous voulez, les nouveaux stocks par rapport à la production de l'or, atteignent difficilement 680 tonnes, c'est à peu près 2%. Un produit dont vous mettez 2% sur le marché chaque année, ça ne peut pas influencer son prix. C'est ça que le Zimbabwe a trouvé, c'est ça que les Africains voulaient faire, Kadhafi, Biya, quand ils étaient lancés dans leur monnaie, là, au Obasanjo, quand ils étaient lancés dans cette affaire. Et ils ont abandonné dès qu'on a tué Kadhafi. Le Zimbabwe a récupéré cette réflexion. Aujourd'hui, elle a présenté le ZiG. Tout de suite levé de bouclier dans les pays occidentaux, ce d'autant plus que la nouvelle monnaie des BRICS qui est annoncée sera adossée sur l'or, d'où les achats compulsifs de l'or par la Russie et la Chine depuis environ 5 ans. Ça, il y a des solutions. Et nous, les pays du franc CFA, nous sommes des réserves d'or. Un pays comme la RCA, la République centrafricaine, sur 16% de son territoire, on a l'équivalent de 3 000 milliards de dollars de réserves en or. 3 000 milliards de dollars, c'est le PIB de la France. Sur 16% du territoire centrafricain, c'est ce qu'ils ont comme réserve en or. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? Voilà comment on va régler le problème de la monnaie. Et vous devez savoir que la production industrielle n'est pas précédée. Elle ne précède pas la monnaie. C'est la monnaie qui permet de produire. La Chine parfois imprime en termes de masse monétaire. Tout à l'heure, il vous expliquait comment on peut gérer la dette. Les Américains n'ont pas de problème de dette parce que la dette est libellée dans leur monnaie. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais le Cameroun, pour payer sa dette, doit acheter. Les gens disent facilement doit acheter des dollars. Non. Le Cameroun achète des euros, on les convertit en dollars. Tout ce que nous voulons acheter comme devise, même si vous allez là en route et vous achetez le dollar ou je ne sais pas n'importe quelle ressource, en réalité, dans les mécanismes du franc CFA, ça passe d'abord par l'achat d'euros. La France perçoit sa commission avant que les Américains ne reçoivent le reste. Donc, nous avons la possibilité de créer notre propre monnaie et de la créer en l'adossant sur l'or. Les réserves prouvées de diamants au Cameroun représentent l'équivalent du PIB américain, 25 000 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là à discuter, à faire comme si on est coincé? C'est ça qui permet de financer l'économie. Les Américains, dès qu'ils ont créé les États-Unis, dès qu'ils ont proclamé l'indépendance, ont créé leur monnaie. Le Vietnam, dès qu'il devient indépendant, a créé sa monnaie. Tous les pays dans le monde ont créé leur monnaie. La Deutsche Welle
disait en 2019 que le franc CFA est la dernière monnaie coloniale. Et un journal allemand disait que la France gagne 440 milliards d'euros chaque année sur le dos des pays du franc CFA. Après, ils ont dit non, ce n'était pas vrai, machin. Quand ils nous le prouveront techniquement, on dira que c'est faux. Mais pour le moment, on sait que ça représente 15% du PIB de la France en 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France nous vole 440 milliards d'euros. 440 milliards d'euros, c'est supérieur à la totalité de l'aide internationale reçue par nos pays depuis 1960. Vous y ajoutez tous les investissements directs étrangers dans les pays où on utilise le franc CFA. Depuis 1960, ça n'atteindra toujours pas 440 milliards d'euros qui nous sont pris chaque année. Ça veut dire quoi, monsieur Onambele? Ça veut dire que c'est nous qui nourrissons la France et l'Europe. Ça veut dire que nous sommes tellement riches que 16% du territoire centrafricain sur un seul minerai on a l'équivalent du PIB actuel de la France. Tout ce que nous avons à faire, c'est de dire à la France, bye bye. Et il faut porter les panafricanistes, donnez-moi 2 secondes. Il faut porter les panafricanistes au pouvoir en Afrique, dans le cadre du mouvement 10 000 élus panafricanistes d'ici 2030. Vous imaginez fort bien qu'un monsieur comme Dalvaris Goudjou, qui serait dans un parlement, dans un gouvernement, qui dirigerait un pays, ce ne serait pas du tout ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui. Donc il faut que les panafricanistes prennent le contrôle politique du continent, que notre peuple leur fasse confiance, parce que les décisions qu'il faut prendre, sortir du franc CFA, Agbo l'a déjà prouvé ces 3 jours, et avec les nouvelles technologies aujourd'hui, du blockchain, de l'intelligence artificielle, ça nous prenait 2 heures, monsieur, pour le faire. Et on peut y arriver. Il suffit d'en avoir le courage politique, et ça va permettre à chacun de vivre de ses ressources. C'est le message que le Zimbabwe envoie au monde. Comme les gens disent qu'ils ont les réserves en or, que personne n'a audité. Sauf que les réserves, personne n'a audité ça. Si la France vous dit j'ai 4000 tonnes d'or, qui est allé voir ça? Qui peut attester qu'il y a 4000 tonnes d'or là-bas? Mais le Zimbabwe, pour créer sa monnaie, a été obligé de montrer patte blanche. C'est la seule réserve en or auditée et dont on est certain, sûr, aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Les pays comme le Cameroun doivent se lancer dans la production d'or. Les pays de l'AES, le Burkina, viennent de faire une raffinerie 150 tonnes d'or. Le Mali, 200 tonnes d'or. Parce que quand vous payez les 350 tonnes d'or, ça représente l'équivalent de près de 35 milliards de dollars en réserve. Or, le PIB cumulé de ces 2 pays est à peine de 40 milliards de dollars. Nous devons savoir que dans le monde d'aujourd'hui, la question de fond pour nous n'est pas si la France est contente, si ils ont un premier ministre ou un ministre des Affaires étrangères qui se balade et qui nous raconte ce qu'il veut et qui dit une chose qui ne concerne d'ailleurs qu'une seule zone et pas toute la zone franc. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est de prendre les bonnes décisions, parce que quand la Chine imprime 240% de son PIB pour financer son économie, lorsqu'il y a la crise du Covid et que le Japon peut imprimer l'équivalent de 800 milliards de dollars en yens, que les Américains peuvent imprimer autant, lorsqu'il y a la crise des subprimes en 2008, que les Américains donnent 800 milliards au secteur bancaire en 2008, nous ne pouvons pas le faire. Vous savez combien l'État du Cameroun a pu donner aux entreprises pendant la crise de Covid? 40 milliards de francs CFA, parce que c'est la seule chose qu'on pouvait faire. Si nous avions notre propre monnaie, on aurait pu imprimer l'équivalent de 4 000 milliards de dollars si on le voulait, parce que ça aurait permis de sauver nos économies. Le chômage qu'il y a dans les rues, là, c'est lié au fait qu'on n'a pu donner que 40 milliards de soutien aux entreprises, là où les gens imprimaient 800 milliards de dollars, parce qu'eux, ils ont une monnaie. L'Europe a imprimé 800 milliards d'euros. Nous devons faire très attention à ces questions. Nous n'avons aucune relation avec ces pays-là. Nous sommes agressés par ces pays-là. Nous sommes sous néocolonialisme de ces pays-là. Et je pense que si la France insiste sur le franc CFA, à moins qu'elle ne soit sadomasochiste, si elle insiste, c'est parce qu'elle en tire un grand bénéfice. Allez, merci à vous, docteur Yan Timba. On tire vers la fin, il nous reste 10 minutes. Et moi, j'avais quand même une question. Bon, c'est vrai qu'elle peut paraître terquine, peut-être Abdelaziz Konaté d'abord, mais on voit effectivement cette mouvance actuelle du sentiment. Et tout à l'heure, le docteur Yan Timba lui-même en parlait, c'est-à-dire on a l'impression que les Français qui disent qu'il y a un ressentiment. Nous n'en avons pas. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Moi-même, je vois bien. Moi-même, je vois que vous avez ce ressentiment-là, vous entendez parler en même temps. Vous voyez, c'est ça le problème. Parce que, laissez-moi poser la question, docteur Yan. Laissez-moi poser la question. Je n'ai pas. Laissez-moi poser la question. Je n'ai aucun. Donnez-moi une minute. Non, je vous pardonne. Je vous pose la question et vous répondez. D'accord. Parce que là, on a l'impression, effectivement,
effectivement que là, le franc CFA aujourd'hui est comme un dommage collatéral de cette nouvelle expansion. C'est un tomahawk lancé Dommage contre nous. collatéral, j'utilise bien mon mot, de ce nouvel élan, effectivement, de cette expansion, on peut même dire, effectivement, de cette promotion, parce qu'il faut même le dire ainsi, de ce ressentiment, de ce qui paraît être effectivement anti-français, et qui est même très mal caché, et en même temps décomplexé même. Pas du tout. Les Africains n'ont aucun problème avec la France. Les Africains ne sont pas contre la France. Les Africains ne sont contre personne. En tout cas, ceux qu'on appelle panafricanistes, ils ne sont contre personne. Ça ne donne pas l'impression, hein? Non, ils sont pour quelque chose par contre. Ils sont pour leur souveraineté. Donc quand on n'est pas contre, on est pour quelque chose tout de même. Non, nous ne sommes pas dans ce jeu de mots. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous sommes pour quelque chose. Nous constatons simplement que quand nous disons que nous ne voulons plus du franc CFA, que nous voulons notre monnaie, il y a des gens qui réagissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui ont du ressentiment. Et je trouve très malsain, presque criminel, alors que vous avez massacré des millions de gens. Dans ce pays qu'est le Cameroun, la France a massacré des millions de gens pendant les guerres d'indépendance. C'était quelques secondes que je lui avais donné, docteur. Je finis une phrase, si vous voulez. La France a massacré des millions de gens pendant la guerre d'indépendance ici. Vous avez une ville comme Yongadima qui a disparu. 8000 morts en une seule journée. Et c'est la France qui ose dire que les gens ont du ressentiment contre Mais là, à 10, on a l'impression que c'est du ressentiment. Ah, donc vous n'avez même pas le droit de pleurer vos morts. Ben, donc voilà. on tue vos morts, on vous tue vos ancêtres, on décime des villages, des villes entières, et vous, des villes entières et des villages entiers, et vous n'avez même pas le droit de pleurer vos morts. Merci, si vous pleurez vos morts, vous avez du ressentiment contre les gens qui ont tué 8000 personnes en une journée. Merci, docteur Yantiba. Incroyable, Abdoulaziz Konaté, j'en parlais effectivement. Aujourd'hui, on a l'impression que ce Français fait le dommage collatéral, l'exploitation, c'est même de ce, disons la haute voix, de ce sentiment anti-français qui paraît effectivement grandir dans tout le continent. Monsieur Nambélé, fort est de constater, qu'on le veuille ou pas. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut. Les faits sont constants. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes fort heureusement à un carrefour où il faut pouvoir se poser les bonnes questions, malheureusement ou heureusement. Et on ne peut pas ignorer notre histoire. C'est notre histoire. On ne peut pas ignorer notre passé. C'est notre passé. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Tous les pays se sont... Vous avez vu encore récemment ce qui vient de se passer au Rwanda. Ils viennent de faire la commémoration du génocide. Vous voyez que ça se passe tous les jours en France et en Allemagne. Pour chaque année, on célèbre la Shoah. Donc, on ne peut pas nous demander en même temps nous d'effacer ou de gommer parce que sous le couvert de ce que nous serions des personnes émotives ou alors tous ces mots qu'ils aiment employer dans leur dictionnaire et que cela ne relève pas de la maturité politique. C'est ce dictionnaire qui nous a fait déjà grandir, là, c'est la première. Déjà là, vous voyez que vous n'allez pas renier ce qui vous fait penser. Je vous dirais deux choses, monsieur Onambélé. C'est que nous n'avons pas attendu le français pour parler, pour réfléchir. Nous n'avons pas attendu parler français pour réfléchir ou pour créer une civilisation africaine. Et même, c'est une hérésie et c'est des éléments sur lesquels, en réalité, on va devoir à un moment ou à un autre se poser des questions de fond. Parce que j'étais à une conférence au Kenya l'année passée et on s'est retrouvés dans une conférence dans le cadre de la jeunesse africaine. Effectivement, on s'est retrouvé avec une série de jeunes comme ça. Là, on était sur une table, il y avait 7 nationalités représentées. Et dans il y avait 4 nationalités. Et donc, on était une trentaine, et vous aviez une majeure partie de ces jeunes-là qui étaient ressortissants quasiment du même aire géographique. Et donc, avant la réunion officielle, ils étaient en train d'échanger dans une langue locale qui était la leur, où ils se comprenaient très bien. Et donc, nous, on s'est retrouvés, on était 2 ou 3. Quand on parlait français. Et un nous a posé la question de savoir que, mais tiens, chez vous, quelle est la langue officielle? Et nous, on a dit le français. Juste comme ça, c'est sorti le français. Ils se sont regardés, ils se sont mis à rire. Bon, on s'est senti un peu gêné sur le coup. Mais après, quand on est entré dans la discussion en off, on avait quand même l'air un peu ridicule. C'est des éléments comme ça sur lesquels, en fait, on nous a amené à croire que la façon dont nous vivons, et c'est normal, 400 ans, 500 ans quand même de matraquage comme ça, avec tout ce qui s'est passé, ne s'efface pas en un du revers de la main. Il faut comprendre qu'il y a un travail de fond qui va se faire. C'est ce réveil qui a commencé aujourd'hui, M. Onambélé. Et c'est normal, c'est honnête qu'on puisse faire un diagnostic de la collaboration qu'on a eu ou alors de la marche commune qu'on a eue avec un partenaire. Après, quand même,
quelques décennies, il est normal qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse se poser les questions de savoir, avec ce partenaire, voici où nous avons commencé, où en sommes-nous. Fort est de constater malheureusement qu'avec ceux-là, on n'a pas évolué. On a fait du surplace, on a créé les conditions pour que ce surplace-là subsiste. Quand on a voulu toujours nous indexer le fait que c'est à cause de nous en réalité que les choses ne marchent pas, parce qu'on nous dirait que nous n'avons pas suffisamment préparé des générations qui pourraient venir permettre de comprendre un certain nombre de choses dont eux ont les secrets. Voilà pourquoi est-ce que nous disons, nous, au sein de l'alliance que nous sommes en train de mettre en place, et bien évidemment du combat panafricain qui est en train d'être mené, M. Onambele, que il faut aujourd'hui poser la question prioritaire à tous les prétendants au poste de président de la République, chef d'État de leur pays sur le continent africain, particulièrement dans la zone franc et particulièrement précisément en Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale regorge des richesses extrêmement importante, est une zone extrêmement stratégique justement pour cette mastodonte néolibérale. Et il faudrait donc savoir, et c'est l'une des questions que aujourd'hui, fondamentale même d'ailleurs, que nous posons à tous les aspirants au poste justement de président de la République, quelle est la nature de la collaboration qu'ils entendent mener sur le plan économique, sur le plan politique et militaire avec justement la France, l'Angleterre et les États-Unis. C'est pas aujourd'hui qu'on va répondre à cette question. Et vous allez donc vous rendre compte que quand vous questionnez justement, vous posez ces questions-là, vous entendez très peu de choses concrètes que ces personnes-là vous arguent, parce que tous ont encore à l'esprit de croire que pour être président de la République au Cameroun, au Congo ou bien au Tchad, il faut être adoubé par la France, les États-Unis ou l'Angleterre. Et tant qu'on est dans ce schéma-là, malheureusement, ce qu'on est en train de décrire ici, on pourra encore revenir dans 5 ans ou dans 10 ans. Merci. Ça ne va absolument rien changer. Merci, il faut des refontes profondes. Il faut couper, et je sortirai par là, et ce serait mon dernier mot. S'il vous plaît. Il faut couper ce lien incestueux, monsieur Onambele, ça vous démange peut-être, mais je suis obligé d'insister dessus. Ce lien incestueux, il faut le couper pour pouvoir effectivement se mettre plus ou moins, ne serait-ce qu'au diapason de ce qu'on voit l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est avoir en termes de développement. Merci. Docteur Goudjou, vraiment j'en ai entendu là-bas que c'est même plus s'il faut que je vous relance pour avoir la même réponse. Mais tout de même, dites-nous votre dernier mot s'il vous plaît, puisqu'on s'en va dans quelques temps. Mais je voulais quand même avoir en quelques secondes votre regard sur ce fameux sentiment ou alors ressenti anti-français qui est en train de se développer dans les pays africains actuellement. En quelques secondes et puis peut-être le dernier mot pour qu'on s'en aille parce qu'on fait déjà des gros gestes de l'autre côté. Vous savez, sur Onambele, en physique, il y a ce qu'on appelle la réaction. La réaction ne vient que de l'action. De l'action, exactement. La raison pour laquelle, quand je parle, vous m'entendez. Ça se comprend. S'il y a un certain sentiment anti-français, je ne crois pas. J'ai beaucoup d'amis français et qui partagent même notre combat. Ouais. Mais il y a un sentiment anti-politique française. Parce qu'il faut bien comprendre que même ce que la France paye sur le continent africain, ce n'est pas tous les Français qui bénéficient de cela. En France, il y a près de 6 millions de SDF. Il y a des gens qui dorment dans la rue à Paris. Et c'est des gars, parfois, qui ont de la retraite, c'est-à-dire qui ont travaillé parfois, qui sont des anciens fonctionnaires français, qui sont des anciens militaires français, mais dont leur retraite ne leur permet pas d'avoir un logement décent, mais qui dorment dans la rue en France. En d'autres termes, c'est des gens qui sont laissés pour compte. C'est des gens dont, quand nous faisons le débat, ils sont surpris. Ils ne savent pas ce que les gens pillent quand vous entendez la France-Afrique. Quand le président Bongo donnait des mallettes d'argent, ça ne partait pas la population forcément sur le terrain. Ça profite à une caste de personnes et ce n'est pas tous les Français qui en bénéficient. Donc, vous dites que le sentiment, c'est anti-politique française. Quand je parlais la réaction face à l'action, c'est que quand nous faisons le bilan, c'est pour sortir. Quel que soit ce que vous faites, quand nous faisons un bilan de collaboration, depuis la création du franc CFA, nous sommes à plus de 70 ans. Curieusement, on se rend compte que le pays le plus pauvre du monde est curieusement dans la zone CFA, entre le Niger et la Centrafrique. Les pays où il y a plus de la guerre, c'est les zones plus ou moins dans ces zones-là. Les pays les plus sous-développés, curieusement, c'est dans ces zones-là. Pire, c'est que nous avons un pays comme le Niger, qui a de l'uranium en abondance, et que la France est le premier pays exportateur d'uranium en Europe. Les rues en France partout sont éclairées avec l'uranium qui vient du Niger. Alors que le Niger, même à Niamey, il n'y a pas la lumière. Le Niger est contraint d'importer de l'électricité du Nigeria pour essayer d'éclairer quelques quartiers de Niamey. C'est pas un paradoxe. Ça ne va pas vous poser des questions. Et je sors avec l'anecdote de notre ami Konaté. Quand vous parlez des questions de langue, vous pensez les langues c'est quoi? Il parle du Swahili là. Il y a tout le pays qui parle du Swahili là-bas.
Ici au Cameroun, là, vous savez, on parle le Haoussa au nord du Cameroun, au Nigeria, dans beaucoup de pays, là. En Afrique, on parle le Haoussa. Le Lingala, là, on parle au Congo, dans beaucoup de pays autour du lac Tanganyika, on parle le Lingala, comme on parle en Centrafrique. Je veux dire, avant le colon, on s'exprimait. Comme le disait le docteur Yantimba, ne donnez pas l'impression que le français, c'est une langue qui vient nous faire stéréotyper. Et pire, c'est quand vous parlez, le Cameroun a quand même été victime d'un génocide. Hein. On ne parle jamais de cela. On a tué des tonnes, des millions de personnes au Cameroun. Mais curieusement, comme il a bien fait de le souligner, j'ai été au mémorial au Rwanda, à Kigali. Les gars, quand vous allez là-bas, parce que la particularité du mémorial à Kigali, au Rwanda, c'est que on ne parle pas seulement du génocide rwandais là-bas. On fait, vous savez, les gars qui ont financé cela, on parle également du génocide contre les Juifs par les nazis. Curieusement, les mêmes nazis que j'ai cités plus haut, qui sont des créateurs du franc CFA que les Français ont dupliqué sur le continent africain. Je veux dire, quand les gars pleurent leur mort tous les jours, tous les ans, pourquoi chez nous on ne doit pas pleurer nos morts? On doit avoir honte de nos morts. On doit avoir honte d'avoir nos inscrits, comme il a bien dit. Vous battez votre enfant, l'enfant n'a même pas le droit de pleurer. Moi, je pense pour ma part que quand on fait un bilan froid, ce n'est pas un sentiment anti-français. Quand on fait la collaboration, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de continuer de collaborer avec ce type de personnes? Moi, je pense que la vérité saute à l'air nu et nous devons essayer autre chose, qu'avec ces gars, nous n'allons nulle part. Allez, merci à vous, docteur Dalvaris Goudjou. Et il faut dire que vous êtes rentré fraîchement hier. On a la chance de recevoir le premier vent, comme on dit souvent, de l'extérieur que vous avez ramené. Merci au docteur Yantimba. Merci à Abdoulaziz Konaté. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette autre livraison de Face à vous. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et surtout compris aussi beaucoup de mécanismes économiques en termes de partenariat entre l'Afrique et la France. Il faut dire que la semaine prochaine, mardi, on sera de nouveau face à vous. Au revoir.